Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois de plus pour les comptes de ce programme Le Point qui reçoit pour vous ce soir Jean-Jacques Mamba qui est secrétaire national chargé de l'idéologie et de la formation dans le MLC, le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Monsieur Mamba, bienvenue dans cette émission. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Ça va bien, merci. Alors, comment va le MLC? Le MLC va très très bien, en Ça forme. reprend du poil de la bête, on va dire comme ça? Oui, vous voyez, je suis très... ma posture physique vous indique bien que nous allons aussi bien, donc c'est comme ça que ça se passe au parti. Nous allons très très bien. Ça ne se limite pas à nous, ça veut dire qu'au niveau de toutes les institutions, l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, nous sommes très actifs, nous participons à la vie politique. Au niveau interne du parti, nous avons des formations, nous avons des rencontres avec les jeunes, avec les mamans, donc nous nous préparons à toute éventualité. Je veux dire que nous avons une vie normale de parti et il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. Mais il y a eu une léthargie vraiment assez considérable au sein du MLC, cela a été dû à quoi? On sait que le président national du parti n'est pas au pays, il est à la CPI, c'est connu de tous, mais on a constaté vraiment une léthargie considérable au sein du parti. Et maintenant, avec les retours de Babala, on va dire comme ça, vous reprenez du poil de la bête. Et cela a été dû à quoi? Bon, écoutez, la léthargie, c'est vrai qu'elle peut être interprétée de plusieurs manières. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un coup très dur, c'est-à-dire que l'absence de notre président national nous a vraiment handicapés. Ce dernier nous a demandé de resserrer les liens, de nous renforcer, de nous redynamiser. Et nous sommes en pleine phase de redynamisation, donc tout se passe correctement. Maintenant, c'est vrai que le retour de Babala pour nous quelque chose de très important, parce que c'est un signe prémonitoire que notre président national sera parmi nous dans un futur assez proche. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est vrai que sa présence parmi nous va encore renforcer non seulement nos liens, mais notre capacité de mobilisation, parce que ça reprend, ça donne assez d'énergie et nous reprenons assez d'espoir par rapport à cela. Alors, vous croyez à la fraternité, à la confraternité dans la classe politique, parce que vu l'accueil qu'on a réservé à Babala, c'était vraiment inattendu, hein, ça surprenait plus d'une personne. Mais oui, autant ça surprenait, autant aussi les gens étaient, les gens étaient tristes que les choses se soient passées de cette manière-là. Donc je veux dire, le fait pour nous qu'il y ait eu plusieurs tendances politiques, notamment ses amis parlementaires, ses collègues parlementaires, de toute obédience confondue, qui soient venus l'accueillir, prouve quand même que nous avons une certaine forme de cohésion dans ce pays, indépendamment de nos bords politiques. Il y a aussi des liens familiaux, il y a des liens d'amitié, et aussi par rapport à sa profession, donc en tant en tant que député national. Donc la solidarité affichée par les autres députés, pour nous, c'est un signe quand même fort que dans ce pays, le compromis existe, le consensus peut exister, que nous pouvons aussi aller de l'avant indépendamment de nos divergences politiques. Mais alors, avant son départ, on a entendu dire que la CPI avait besoin de l'autorisation du pays, c'est-à-dire de la justice et du PGR, pour que Babala puisse regagner son territoire national. Et on a même accusé que le pays ne voulait pas de lui, qu'on n'avait pas voulu qu'il rentre au pays, etc. Et tout de suite après, Mende avait démenti, il a dit que ce n'était pas le cas. Non, ce n'est pas une accusation. Donc les faits, chronologiquement, on va peut-être pas répéter ce qui s'est passé, mais il y a eu deux avis qui sont tout à fait, qui étaient contraires. Donc vous aviez l'avis du ministre de la Justice qui était tout à fait favorable, qui a été contredit auprès de la CPI par l'avis du PGR. Et donc la CPI s'est retrouvée dans une situation assez complexe, redemandant ainsi au gouvernement congolais de donner une position claire. Mais quant à la libération, avant même la confirmation des charges de l'honorable Babala, on a estimé que c'est un citoyen congolais et que ne serait-ce que pour ça, il peut rentrer dans son pays parce que il n'a commis aucun crime au Congo, il n'est poursuivi pour rien ici au Congo, il n'y avait aucune raison pour laquelle le gouvernement pouvait s'opposer à son éventuel retour. Donc, je pense que la CPI a pris une décision responsable qui consistait à dire, les charges qui pèsent contre M. Babala ne peuvent pas justifier une détention au-delà de 11 mois. Nous le libérons et il peut rentrer dans son pays, continuer à vaquer ses occupations, quant à lui à revenir à chaque fois que nous aurons besoin de lui à la barre. D'accord, on va dire comme ça que le retour de Babala est un signal fort en ce qui concerne le théâtre de la CPI. Ce n'est pas un théâtre, c'est un signe fort parce que nous avons toujours clamé notre innocence dans le dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba qui est en cloison étanche avec le dossier pour lequel M. Babala a été accusé. Un signal fort, oui, parce que nous tendons vers la vérité. Nous avons clamé la vérité pendant 6 ans et nous continuons à aller vers cette vérité inéluctable. Nous espérons en tout cas que notre président sera innocenté, autant M. Babala sera innocenté. Donc je pense que ici, il y a vraiment lieu non seulement d'espérer, mais de croire fermement que les choses vont aller pour le mieux. D'accord. On va rapidement parler de l'actualité. Demain, mercredi, Kitebi, Musunga, ils sont attendus au Parlement.
pour une motion, pour répondre à une motion de défiance qui leur a été adressée. Mais aussi, de l'autre côté, les gens pensent qu'il y a quand même de manœuvres obscures autour de cette histoire. Qu'en pensez-vous ? Bon, ça veut dire que l'histoire de l'exercice, je veux dire les acquis, ou je veux dire le passif de l'exercice parlementaire dans notre pays est assorti effectivement de quelques zones d'ombre quant à la nature de certaines motions, ok, et pas seulement la nature, mais la manière dont ces motions sont traitées, non seulement déposées, des fois vous avez aussi des signatures qui sont retirées, mais bon, pour partir du principe, c'est que M. Ekitebi ainsi que M. Musungai convoqué à l'Assemblée nationale pour des raisons tout à fait différentes. M. Ekitebi pour malversation parce qu'il aurait utilisé des budgets ou réaffecté des budgets sans autorisation du Parlement à des fins qui jusque-là ne sont pas encore élucidées. Et M. Musungai pour les mêmes causes, mais dans un chapitre tout à fait différent par rapport à ce qui devait être acheminé pour la construction de certaines infrastructures, je crois, dans la province orientale. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir où nous allons. Parce que dans un État qui fonctionne, dans un État qui est appelé à se développer, alors ce qui concerne la faute, il y a unanimité, indépendamment du bord politique. Je voudrais d'abord que vous me répondiez à la question sur laquelle est-ce que vous pensez que le contrôle parlementaire est truffé de manœuvres obscures ? Je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai commencé par vous dire que dans ce qu'on nous a laissé comme passif et à l'actif, bon, peut-être au passif du Parlement, il y a lieu de se poser des questions légitimes sur l'essence même de certaines motions. Donc par le passé, le gouvernement Mouzito, même cette législature, a eu des motions qui ont disparu. Des personnes déposent des motions, à certains moments retirent leur signature. On peut se poser des questions légitimes, mais comme voyez-vous, je ne suis pas à l'Assemblée nationale et je n'ai pas les éléments probants pour porter des accusations sereines. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a lieu de se poser des questions par rapport au déroulement, la collecte des données et les motivations finalement des personnes qui, à un certain moment, déposent des motions contre des ministres, mais aussi comment elles sont traitées, parce que généralement elles sont traitées à la volée et puis les questions passent. On a rarement vu un ministre déchu de par une motion de défiance lui adresser. Donc maintenant que M. Ekitebi, qui est ministre de la majorité, et M. Musungai aussi, qui seront convoqués pour ce mercredi, nous espérons au regard des faits qui sont allégués et qui sont reprochés, que le Parlement prenne ses responsabilités, pas en tant que Parlement de la majorité, mais en tant que Parlement national, un Parlement qui défend les intérêts des Congolais. Et défendre les intérêts des Congolais, c'est aussi veiller à ce que la loi soit respectée, indépendamment du bord politique auquel on appartient. Alors, vous pensez aussi que ces interpellations sont valables ? Mais elles sont tout à fait valables, madame. Si vous avez suivi, par exemple, pour le cas de M. Ekitebi, il s'agit de l'engagement d'une dépense qui devait être faite par le porte-parole de l'opposition, lequel n'est pas encore nommé ou n'a pas encore été élu, et que cette désaffectation de fonds initiaux a été faite sans l'aval du Parlement, et c'est la Cour de compte qui a tiré la sonnette d'alarme. Donc les députés nationaux se sont servis des données fournies par la Cour des comptes. Il est établi que c'est une faute professionnelle parce que la ponction ou l'imputation a été faite 6 fois et c'est sans commune mesure une faute professionnelle qui doit être sanctionnée. Maintenant, voyons voir si nos amis de la majorité iront au-delà de la protection entre guillemets de M. Ekitebi qui est l'un des leurs et pour pouvoir le sanctionner pour donner un vrai exemple, parce que le chef de l'État nous avait dit que les portes étaient grandement ouvertes. Mais pourquoi aller tout de suite à la sanction? Parce qu'on dit que dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Mais là, on verra bien lorsqu'il y aura débat s'il y a vraiment à boire et à manger. Les fonds ont été désaffectés. On nous a même raconté qu'ils ont été affectés à la cellule du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Encore qu'il faut suivre via un audit si ces fonds sont vraiment arrivés là-bas et comment ils ont été utilisés. Mais avant qu'on arrive à l'affectation, à l'utilisation des fonds, on sanctionne d'abord la faute. Est-ce qu'il est permis, selon la loi de finances, de réaffecter un budget préalablement, établi pour un poste déterminé, affecter ce budget à un autre poste sans l'autorisation du Parlement? C'est là qu'il y a la faute. Il n'y a pas de débat sur cette faute. Maintenant, s'il y a à boire et à manger et qu'il y a des anguilles sous table, ça pourra être débattu, mais la faute, elle est là et on doit d'abord commencer par sanctionner la faute. Le reste, on pourra le voir après. Alors que Ekitebi n'est que ministre délégué. Mais c'est une très grande responsabilité, ministre délégué aux Finances. Donc c'est lui qui est en charge, naturellement, conjoint. Oui, mais
conjointement avec le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Mais il viendra répondre à l'Assemblée qu'il n'est que délégué, il n'avait pas ordonnancé. Il viendra répondre à l'Assemblée que ce n'est pas lui qui a la responsabilité, il va citer la personne qui a la responsabilité dans ce dossier. Donc si lui va se dédouaner parce qu'il n'est que ministre délégué, il dira bien devant les élus qui a donné la possibilité ou qui a donné l'ordre à ce que ces fonds soient réaffectés vers des destinations, on va dire, pour l'instant inconnues. Allez, on va parler des climats des affaires. Dernièrement, le rapport Doing Business 2015, publié fin octobre, a classé la RDC dans les top 10 de pays reformateurs du monde sur 189. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, je pense qu'il faut nuancer. Il y a deux choses. Il faut vérifier d'abord la place au classement. Nous sommes restés 184e. Ça veut dire que nous n'avons pas pris de place. Maintenant, lorsqu'on parle de réforme, il s'agit simplement du fait que nous avons créé le guichet unique, qui est une réforme majeure qui pourrait nous conduire finalement à améliorer notre indice Doing Business. Donc, oui, réformateur, la réforme existe, mais est-ce que c'est la seule réforme qu'il faut? Est-ce que c'est une réforme suffisante? Est-ce que cette réforme va, par exemple, diminuer l'indice de corruption? Est-ce que parce qu'il y a guichet unique, nous allons améliorer notre indice de corruption? Je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir. C'est vrai que ça, c'est déjà un pas, mais il faudrait voir dans l'exercice même de la gestion publique, de la fiscalité, s'il n'y a pas lieu de faire en sorte que l'indice de corruption, lui aussi, puisse diminuer et que finalement, les investisseurs sérieux, donc ceux qui peuvent apporter de l'emploi, puissent venir dans ce pays en toute quiétude. Mais beaucoup pensent, est-ce que vous pensez de la même manière que ceux qui pensent que les climats des affaires en République démocratique du Congo demeurent le plus piètre du monde? Oui, je le pense, je suis dans le secteur privé, je ne vais pas vous compter le nombre de taxes et des retaxes auxquelles nous faisons face lorsque nous travaillons, et je pense que ça lasse. Je vais vous donner un bête exemple. Lorsque vous allez, en ce qui concerne par exemple la douane, dans les pays développés, vous avez la TVA, donc lorsque vous importez un bien, vous payez la TVA sur la valeur du bien avec une facture attestée, et ce n'est que ça que vous payez pour importer votre bien. Maintenant, ici, on vous parle de guichet unique, effectivement, mais vous voyez la série de taxes qu'il y a pour importer un bien, vous avez la DGI, vous avez le port de Natra, vous avez l'OCC, vous avez beaucoup de services, même si vous le payez uniquement, mais je veux dire que finalement, ça reste quand même très complexe. On devrait alléger et trouver une autre manière de capter les recettes pour améliorer notre budget naturellement, mais d'une manière la plus allégée possible et très compréhensible pour ceux qui veulent opérer en RDC. D'accord. Parlant élection, on a mis dernièrement une structure en place pour pouvoir recenser la population. Que pensez-vous de cette structure? Mais je pense que le recensement, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. En 2006, 2011, il y a des gens qui ne pouvaient pas voter, qui peuvent le faire aujourd'hui. Nous en sommes au délai. Le recensement pouvait être fait plus tôt, de telle sorte que nous puissions avoir un respect constitutionnel en termes de délai. Notamment en 2016, nous avons le 16 décembre des élections générales qui doivent être proclamées au niveau national, présidence de la République, législation, députation nationale. Il faudrait que ce recensement-là ne bloque pas, ne nous mettent pas dans une forme d'élongation du processus électoral. Pensez-vous que ça pourrait bloquer? Mais parce qu'il est fait un peu tard. Donc si le recensement nous fait sortir des délais constitutionnels pour organiser les élections, on va tendre vers une prolongation. Et alors en ce moment-là, il faudra un compromis politique. Donc le recensement pouvait être fait depuis 2011, 2010, 2011 et continuer à le faire de manière progressive. Mais à 2 ans d'un scrutin vraiment attendu, je crains que si techniquement ils ne peuvent pas le faire à temps, nous allions vers une prolongation qui ne va peut-être pas arranger la classe politique, notamment pas l'opposition, qui tient au délai constitutionnel concernant les élections présidentielles. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est les délais à respecter ou bien faire les choses? Je pense que ça va de pair. Maintenant, s'il fallait attendre bien faire les choses 2 ans avant, c'est déjà mal faire les choses. Ça veut dire que c'est la responsabilité. Il n'est pas trop tard. Non, il est tard lorsque nous avons un jeu qui est défini entre 2011 et 2016, que nous savons que tous les 5 ans nous avons des élections au niveau national. Un gouvernement, c'est d'abord prévoir la vision de l'État, c'est une vision pérenne, donc on doit anticiper. Ça veut dire qu'à un certain moment, on est aux commandes des manœuvres, vous avez un budget que vous faites et vous savez très bien que dans 2-3 ans vous aurez des élections, 4 ans, 5 ans, vous n'allez pas attendre 2 ans avant pour faire le recensement. Ce sont des questions qui doivent être traitées en début de mandature parce que c'est récurrent et 5 ans c'est vite passé, donc il ne faut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. La responsabilité du gouvernement, nous acceptons qu'il y ait recensement pour autant que les délais ne soient pas trop allongés.
Alors, que proposez-vous pour que on peut améliorer le fichier existant. On peut auditer d'abord le fichier existant et voir les possibilités de l'améliorer en le mettant à jour. Est-ce qu'il faille faire un recensement général qui peut nous prendre 3-4 ans? Peut-être pas, mais on peut aller vers une solution qui permettra à ce que ceux qui ont déjà des cartes d'électeurs se fassent signaler et que ceux qui n'étaient pas à l'âge de voter puissent être insérés, que ceux qui sont morts soient élagués. Donc ça, c'est un travail vraiment de mise à jour qui est très différent d'un recensement au sens pur du terme. D'accord. Alors, au cas où, on dit juste au cas où il ne serait plus question de révision constitutionnelle, qu'adviendra-t-il du mode de scrutin qu'a proposé Malou Malou, celui des élections urbaines, locales, municipales? Mais il faudra trouver un compromis politique. Donc si ce calendrier-là ne tiendra pas, nous avons besoin d'un calendrier global qui serait issu d'un dialogue politique. Ce n'est pas forcément le format qui est actuellement en vogue dans le camp de l'opposition, mais il faudra absolument que les forces vives, la société civile, l'opposition se mettent d'accord sur un calendrier consensuel et avec des échéances bien précises sur d'abord la finalisation du cycle passé, parce que je ne vois pas pourquoi on devrait absolument faire les locales alors que nous avons des sénateurs, nous avons des gouverneurs qui sont déjà hors délai, au mandat, donc nous pouvons continuer le cycle qui avait commencé, le terminer et entrevoir après 2016, donc après les élections générales, voir comment est-ce qu'on pourra maintenant recommencer avec un cycle qui soit plus réaliste. Mais pour l'instant, je pense que ça doit déboucher absolument sur un consensus et si il n'y a pas de révision constitutionnelle, il faudra que les choses soient faites de cette manière-là. Alors, puisqu'on parle des élections, est-ce que le MLC s'est-il déjà choisi un candidat pour la présidentielle 2016 ? Écoutez, nous avons notre candidat, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président du parti, donc le président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Au cas où il ne serait pas là en 2016, est-ce que vous avez déjà un plan B ? Je pense que nous ne sommes pas encore dans la phase de trouver un plan B. Ça sera décidé au niveau du Congrès, ça veut dire l'année qui précède les élections présidentielles. Mais comme je vous le dis, l'allure à laquelle va le procès, les différents éléments à notre possession nous permettent de croire qu'il sera libre et parmi nous et pourra postuler pour cette fonction qui lui va très bien d'ailleurs. Mais il y aura quand même un congrès, etc. Oui, c'est-à-dire que toutes les instances, toutes les instances du parti seront mises à contribution pour que, avant cette échéance, nous puissions dégager un consensus autour au cas où le président ne viendrait pas. Donc, les structures de parti vont décider de ce qu'il faudra faire. Mais comme je vous le dis, quel que soit le format et quel que soit le type d'élection, le MLC reste présent et participera toujours. D'accord. On va parler du dialogue et de la révision constitutionnelle. Il semble que le président Joseph Kabila est prêt à dialoguer avec les opposants qui n'ont pas pris part aux concertations nationales, puisque c'est ce qu'ils réclament à corps et à cri. Est-ce que que pensez-vous de cette décision? Et si jamais on organisait cette dialogue national, et qu'est-ce que les uns et les autres se diront qui n'ont pas pu dire aux concertations nationales? Bon, déjà, je pense que ce sont laissez-moi appeler ça comme ça, des rumeurs. Il n'y a pas encore un format officiel établi. Le porte-parole ne s'est pas encore déclaré parce que bon, pour des occasions comme ça, il se déclare souvent. Mais imaginons dans le meilleur des cas que le président de la République accepte de recevoir ceux qui n'ont pas participé. Nous avons un pays qui est difficile à gérer. Et donc le dialogue est le seul mécanisme par lequel on peut trouver un consensus. Donc c'est toujours des choses et des initiatives à encourager. Maintenant, la question cruciale, c'est celle de la révision. Je pense que la société civile, la communauté internationale, l'opposition attend un signal fort de la part de la majorité en ce qui concerne les garanties que la modification de la Constitution n'interviendra pas dans le sens de modifier soit la durée ou d'accorder un nouveau mandat au chef de l'État. Bon, maintenant, si nous sommes d'accord sur cette question, il faudra maintenant discuter sur le reste. Et le reste, c'est comment est-ce que nous allons organiser les élections, quel est le format des élections, quel sera le calendrier qui sera adopté, comment vont fonctionner les institutions. Et voilà, donc ici, il y a plusieurs questions. Nous attendons qu'une invitation ou que le format soit défini, qu'une invitation officielle ou qu'une annonce officielle soit faite qui va dans ce sens-là. Et je pense que l'opposition est assez mature en ce moment-là pour se retrouver et discuter des différentes questions avant d'aller à ce dialogue. Mais alors, que pensez-vous de ceux qui estiment que ce dialogue doit se faire sous le format de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 ?
Écoutez, ça peut aller dans tous les sens, hein. L'essentiel est que d'abord il y ait un consensus. Ça veut dire que toutes les parties prenantes puissent être d'accord sur le lieu où ils vont faire. Moi, je souhaite que ça soit ici. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à aller discuter des choses du Congo en dehors. Je souhaite que ça soit ici à Kinshasa. Ça, c'est un avis personnel. Maintenant, on ne va pas chaque fois se répéter. Ça veut dire que parce que nous avions fait ou nous avions procédé de la sorte et que nous avions débouché sur tel résultat, pour que ça fonctionne, on doit refaire la même chose. Donc, on peut essayer de lever des options qui nous permettent d'avoir des solutions qui soient durables et pérennes et qui garantissent à ce pays un avenir radieux en termes de démocratie, du respect des droits de l'homme et de la continuité de l'État. Parce qu'il faut reconnaître que bien que les réalisations et les performances de ce gouvernement sont assez faibles, mais il y a quand même des choses qui méritent d'être continuées. Et il faut avoir aussi une vision globale de la gestion d'un État. Donc, dans ce cadre-là, on devrait discuter sur toutes ces questions. Ne pas se limiter à la passation de pouvoir, parce que c'est très réducteur, hein, au-delà de là que je m'y mette. Mais il faut avoir un projet de gouvernance et d'alternance qui soit viable et cohérent. Mais alors quelle est votre réaction du fait que l'Union européenne soit disons, formelle quant à la tenue de ce dialogue. Mais je pense que nous devons passer par là parce que, écoutez, on nous a annoncé qu'on allait réviser la Constitution par référendum, ça ne vient toujours pas. On nous a annoncé un gouvernement d'union nationale qui n'est pas arrivé. On nous annonce des élections l'année prochaine qui sont très peu probables, mais nous avançons. Donc je veux dire que le pays est bloqué, a donné même l'impression qu'il est ingouverné. La seule possibilité de décanter la situation, c'est le dialogue. Nous sommes l'un des rares pays qui portent l'adjectif démocratique ici en Afrique, République démocratique du Congo, et la démocratie. Je crois qu'un des indicateurs les plus probants de la démocratie, c'est le fait que les gens sont amenés à dialoguer et trouver le consensus. Donc ici, si l'Union européenne le dit, c'est parce que la seule voie par laquelle on peut garantir la paix et la stabilité nationale, c'est le dialogue, et il faut que les gens continuent à discuter jusqu'à trouver un compromis. Alors, Palou a fêté ses 50 ans, en fait, il fait une série d'activités pour ses 50 ans. D'abord, que pensez-vous de ce parti, qui est quand même la plus âgée de partis en Afrique ? Mais écoutez, c'est un parti que nous respectons, c'est un parti de la majorité, c'est un parti que nous respectons, qui a certainement un passif et un actif. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à ce parti, comme on peut reprocher à n'importe quel parti, y compris le nôtre. Je n'ai pas d'appréciation particulière à part le respect, donc nous respectons beaucoup le Palou, nous respectons tous les partis parce que nous sommes un parti républicain, donc nous avons une relation respectueuse. Maintenant, nous ne pensons peut-être pas de la même manière, nous n'avons peut-être pas la même approche sur beaucoup de questions, notamment les questions économiques, les questions de gouvernance, mais qu'à cela ne tienne, c'est la démocratie. Et bon, voilà, quoi, nous n'avons pas trop de problèmes et nous n'avons jamais de problème avec le Palou particulièrement. Mais alors, quand je dis malgré ce qui se passe, c'est-à-dire à la veille de révision constitutionnelle de différents pays d'Afrique, le Palou propose une adoption d'une nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, j'aimerais, si vous me donnez 2-3 minutes, vous expliquer ce que je pense de cette question. Allez-y. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est ce que j'appellerais la mesure de la décision politique. Et le deuxième aspect, c'est un projet, ça concerne le projet alternatif cohérent de gouvernance. Alors, concernant le premier aspect, ce qu'il est bon à retenir, c'est que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, devrait se poser des questions légitimes. Peut-être que M. Kamparé ne s'est pas posé ces questions-là, de savoir quelles sont les vraies motivations, quelles sont les motivations réelles des personnes qui le pousseraient, je dis bien qui le pousseraient, à modifier soit la Constitution pour obtenir un autre mandat ou à prolonger son mandat. Est-ce que ce sont cela parce mais oui, oui, mais il est très poussé. Vous avez des déclarations de M. Mende, des déclarations de M. Bochab, des déclarations de M. Machal. Là, il y a beaucoup de déclarations qui vont dans le sens. Déclaration de sa part. Oui. Je parle des personnes qui sont autour de lui. C'est pour ça que je parle de la mesure de la décision politique. Il sera le dernier à prendre cette décision, mais il devrait se questionner avant de la prendre, de savoir quelles sont les motivations réelles de ces personnes. Est-ce que ces personnes le poussent vers ce que moi j'appellerais faute pour des intérêts personnels et égoïstes? Est-ce que c'est par rapport à leur confort qu'elles le font, ou ces personnes veulent absolument le font parce qu'elles pensent que c'est une personne providentielle et que sans cette personne, donc sans le président de la République, le pays ne peut pas fonctionner? Au regard du parcours de ces différentes personnes, le pays a toujours fonctionné, le pays fonctionnera. Donc il lui appartiendra d'analyser froidement cette question et de tirer les conséquences. Maintenant, du côté de l'opposition, vous savez, je vais vous rappeler quelque chose de très simple. Parlons des années d'indépendance. Nous avions un focus sur l'indépendance, mais nous n'avions pas un projet de gouvernance.
Pourquoi? Parce que notre focus était très réducteur de dire que les Belges devaient partir, les Belges sont partis, et après ça, nous sommes tombés dans le chaos, le président Mobutu est venu, il a récupéré le pouvoir pendant 32 ans. Nous avions le même focus à l'arrivée de monsieur Laurent Désiré Kabila. Personne ne voulait rien entendre. À l'époque, pour être politicien, il suffisait d'insulter Mobutu. Donc, le problème, c'était Mobutu. Mobutu devait partir malgré tout. Si Mobutu part, nous avons la solution. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila est arrivé. La solution n'est jamais arrivée. Confiscation de la démocratie, on avait interdit tous les partis, ainsi de suite. Alors, je ne veux pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit opportun d'aujourd'hui d'organiser la vie politique autour de l'article 220. Parce que même si M. Kabila partit aujourd'hui et qu'il est remplacé par exemple par M. Mende, nous ne serons pas sortis d'affaire. Il faut aller au-delà d'un combat de haute foi de là que je m'y mette pour présenter une vraie alternative de gouvernance. Et je crois que le problème qu'il y a au Burkina Faso, c'est celui-là. Il fallait que Compaoré parte. Mais en parlant d'une nouvelle adoption de la Constitution que fait allusion Palou, pensez-vous de la même manière que nous devrions adopter une nouvelle Constitution? Nous ne le pensons pas, nous n'avons pas besoin d'adopter une nouvelle Constitution. Et pour quelle raison le ferions-nous? Dites-moi, est-ce que vous avez une raison, est-ce qu'il y a une raison probante? Nous avons une Constitution pour laquelle toutes les parties se sont mis d'accord, y compris le président de la République qui a garanti et qui a juré de ne jamais la violer. Je crois que le Palou était partie prenante. Ce n'est pas à 2 ans d'une mandature ou d'un mandat ou la fin d'une mandature qu'on va changer de constitution. Pour quelle raison? Mais quelque part, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, les choses de l'État ne se gèrent pas comme ça. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait une fracture. Il y a déjà une grosse fracture sociale, il ne faut pas l'agrandir. Il y a une fracture sociale entre une population qui souffre, qui depuis 17 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée de l'AFDL, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, n'a pas trouvé des réponses aux questions posées qui sont fondamentales, celles de la santé, de l'électricité, du pouvoir d'achat, ainsi de suite. Donc vous avez plus de on est à 70 millions, on va dire, vous avez plus de 50 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et vous avez une classe politique qui veut utiliser la Constitution comme un jouet. Simplement parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Non, ce sont des choses de l'État. Il s'agit du destin national et je pense que ça doit être traité avec une certaine rigueur. Il est inopportun de changer de constitution en 2015. Pourquoi faire? Nous devons préserver la paix sociale parce que nous avons devant nous un long chemin à faire. Nous devons être le guide, le leader en matière de démocratie parce que nous sommes la République démocratique, la seule qui soit démocratique en Afrique. Et la démocratie, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on a une majorité, modifier les règles du jeu parce qu'on veut y rester. Alors, que pensez-vous de l'initiative de votre collègue de l'opposition qui a quand même voulu avoir 200 clauses, c'est-à-dire inviter Bouchab et Njoli pour discuter autour de la Constitution, donner les motivations nécessaires pour cette éventuelle révision? Bon, l'initiative n'était pas mauvaise, c'est une bonne initiative, mais moi j'aimerais attirer l'attention sur un fait. Le débat sur la révision de la Constitution peut être abordé de 2 manières. Ça veut dire sur le plan purement juridique, et vous connaissez les contradictions qui existent en droit, on n'en finira jamais, et sur un plan purement politique. Moi je suis très à l'aise lorsque j'en discute sur un plan politique. Parce que sur le plan politique, on parlera de l'opportunité, sur le plan politique, on parlera des différentes choses qui peuvent faire en sorte que qui peuvent expliquer que ce n'est pas inopportun, de la temporalité, on va parler de l'éthique, on va parler de la morale, on va parler des motivations, ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne le débat juridique, le professeur Njoli s'est très très bien défendu. J'ai même suivi sur une chaîne de télévision que M. Bochab n'a pas réussi à convaincre les différents... Bochab? Oui, le professeur. Vous parlez du professeur Njoli. Oui, excusez-moi. Le professeur Bochab, c'est vraiment un lapsus. Le professeur Bochab n'a pas réussi à convaincre les différents étudiants qui étaient là par rapport à la question. Et il me semble... Non, je ne le dis pas, mais apparemment dans cette thèse, il a l'air d'être seul. Même les gens de la majorité ne le suivent pas beaucoup. Je veux dire, il fait la promotion de son livre. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait défendables dans le livre, mais il y a vraiment une question de fond, c'est de savoir si c'est vraiment le moment. Et je crois que c'est par rapport à cela que ça blesse, c'est par rapport à cela qu'il y a un grand débat. Que le professeur Bochab fasse la promotion de son livre, puisqu'il s'est exprimé de manière scientifique, pourquoi, de l'autre côté, l'opposition ne s'exprimerait pas de la même manière pour répondre aux allégations du professeur Bochab? C'est ce que le professeur Njoli... C'est ce que le professeur Njoli a fait, il l'a fait brillamment, mais comme je vous le dis, on ne résout pas les problèmes d'un pays de manière scientifique. On ne se base pas que sur la science. Je parle du livre du professeur Bochab qu'il a mis sur le marché, oui, pour donner les motivations nécessaires quant à cette révision constitutionnelle. Pourquoi de l'autre côté, l'opposition, au lieu de parler, au lieu de réagir par la parole, pourquoi ne pas proposer
un autre livre qui va en contradiction avec... Mais le temps de le rédiger, peut-être qu'il sera fini en 2015-2016, les gens n'auront pas le temps de le lire. Donc du moment que lui, il a pris son temps pour le lire, nous avons droit à la critique, nous critiquons ce que lui, il a écrit, le professeur Mbata l'a fait, le professeur Njoli l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne résout pas les problèmes d'un pays de manière absolument scientifique. Il y a des questions qui peuvent être débattues sur le plan scientifique, mais il y a aussi des volets, le volet éthique, le volet moral, le volet politique. Et nous, MLC, nous disons, oui, le débat scientifique peut continuer, mais par rapport à la temporalité, nous disons que éthiquement, du point de vue moral, du point de vue opportunité, il y a des questions qui n'ont pas encore été élaguées, qui n'ont pas encore trouvé des réponses au niveau de la majorité, des questions tout à fait banales, hein, ici à Kinshasa, des questions socio-économiques, et nous invitons la majorité à résoudre d'abord ces problèmes-là, au lieu de s'attaquer à un problème qui peut être discuté beaucoup plus tard. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'honorable Wemba est dans son rôle? Vous ne trouvez pas qu'il est jugé parti pour prendre des initiatives pareilles? C'est plutôt réservé à la société civile? Non, jugé parti, je ne pense pas. Il a été tout à fait neutre. Hein. J'ai essayé de suivre ça de loin. Je pense que nous sommes dans une société où nous devons promouvoir le consensus, le débat libre. Le fait qu'il ait invité le professeur Njoli et qu'il ait invité le professeur Bochart montre à quel point il y a un intérêt. Il n'y a pas de parti pris par rapport à cette question d'intérêt national. Donc, je veux dire, c'est un citoyen comme tout autre et il a le droit à ce type d'initiative qui finalement enrichissent le débat. Donc, je ne vois pas comment on pourrait le condamner pour ça. Mais alors, en parlant de projet de gouvernance, ce que vous avez fait allusion tout à l'heure, on va dire comme ça que l'opposition n'a pas de projet de gouvernance parce que déjà, à l'observer, elle ne donne aucune proposition en matière de gouvernance. Non, je ne parlerai pas. Social, politique, etc. Je demanderai une faveur que vous ne parliez pas. Je ne vais pas parler de l'opposition. Je parlais du MLC. Nous avons un projet de gouvernance. Vous faites partie de l'opposition? Oui, nous avons un projet de gouvernance et nous appelons nos autres amis de l'opposition à en avoir un. Parce que passer à la télévision et expliquer que M. Kabila doit partir, on doit respecter la Constitution, ça, ce n'est pas un projet de gouvernance. Il y a beaucoup d'opposants que vous voyez, nos amis opposants, qui aujourd'hui ne connaissent même pas le cours du cuivre. Vous ne pouvez pas prétendre gérer ce pays sans avoir des projections de comment, lorsque vous arrivez aux affaires, vous allez le gérer, comment est-ce que vous allez conduire et apporter des solutions. Donc, au toit de là que je m'y mette, c'est très facile. Je vous ai dit on peut avoir une idée de vos projets de société sur le plan politique, une idée juste mais écoutez, de manière volatile. Écoutez, le plus gros problème que nous avons actuellement, c'est au niveau de la captation des recettes, ça veut dire le budget national. Il doit y avoir plus de transparence, plus de stratégie. On doit améliorer le budget national, notamment les postes concernant le paiement on va dire l'éducation nationale. Les postes concernant la santé sont des postes pour lesquels le budget devrait augmenter de 4 à 5 à 6%. Pour votre information, nous avons plus ou moins 60% pour les institutions et nous avons 1% pour l'éducation nationale. Donc si on doit aller dans des chiffres, nous au MLC, on aimerait bien qu'on atteigne la barre de 5, 6, 7% pour améliorer la qualité de l'enseignement et permettre aux générations futures qui sont aujourd'hui jeunes de bien gérer ce pays par la suite. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut ventiler le budget autrement, capter un maximum de recettes et réorienter finalement le budget national de telle sorte que nous atteignions vraiment les priorités et diminuer le train de vie de l'État, dont notamment de la présidence de la République, des différentes assemblées, pour atteindre les équilibres. D'accord. D'accord. On va parler de Béni. Vous avez une idée de ce qui se passe à Béni? Oui, j'ai ouï dire que le président de la République, c'est une bonne chose, se serait rendu à Béni pour réconforter les populations et s'enquérir lui-même de la situation en tant que commandant des armées. C'est vraiment quelque chose qui est très bien, que le président soit allé, mais bon, juste après qu'il soit parti... Les massacres continuent. Hein. Et pour moi, c'est un défi. Il y a eu deux choses qui m'ont frappé. J'ai lu hier que les jeunes de Béni étaient en colère, ils ont même cassé la statue du chef de l'État, ils auraient brûlé un ADF Lalo, ils l'auraient mangé. Ils auraient acheté des chikweng, ils l'auraient mangé. Il y a même le maire qui a fait un témoignage par rapport à cela. Donc c'est vraiment un état de colère extrême. Mais Richard Mouyej, qui est le ministre de l'Intérieur, pense aussi qu'il y a des complices dans l'armée comme dans la police dans cette histoire, dans cette affaire. C'est tout à fait possible. Je pense que nous avons... Non, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Je peux vous dire ce que nous observons. Nous observons que, excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, l'État n'a pas encore réussi à rétablir son autorité dans la partie est du pays. Parce qu'il y a des massacres tous les jours et des viols tous les jours. Donc c'est un travail de longue haleine. En tant que républicains, nous ne pouvons qu'encourager les FARDC à reprendre non seulement les activités, mais à devenir vraiment une force dissuasive. Parce que faire un forfait de cette ampleur après le départ du chef de l'État, c'est un affront.
Ça relève de la fierté. La fierté nationale est engagée et j'aimerais que la réponse soit de taille, de telle sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Maintenant, vous expliquez ce qui se passe. Non, je peux vous expliquer ce que nous observons, c'est que la partie Est est toujours en proie à des violences, en proie à des groupes armés incontrôlés et que l'autorité de l'État doit être établie pour que cela cesse. Le MLC le ferait et nous appelons à nos amis de la majorité à le faire aussi. Alors, que pensez-vous actuellement des accusations de Moussa Niamouissi à l'endroit de responsables de l'État? Écoutez, Moussa Niamouissi, c'est un citoyen congolais, il s'est exprimé, je ne sais pas s'il a les preuves de ce qu'il avance, je ne sais pas si c'est juste des déclarations politiques ou si c'est vraiment un procès qu'il va initier, donc je ne vais pas trop commenter ce qu'il dit parce que nous n'avons vraiment pas la maîtrise du dossier. Le M23 est parti, nous croyons que à ce moment-là, nous avions cru que c'était fini, mais apparemment c'est le ADF Néalou qui a repris les activités, on ne sait pas qui ça sera demain. Nous, en tant qu'opposition républicaine, nous savons que les responsables, ceux qui ont la charge d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est l'État, c'est les FARDC. Nous les encourageons et pour ce qui doit être fait, nous exigeons que cela soit fait. Et s'il y a des responsabilités établies, qu'elles soient établies et que les personnes soient sanctionnées. Et alors, pensez-vous que ce chaos serait dû au fait que la MONUSCO manifeste un désintéressement dans ces affaires depuis un certain temps? La MONUSCO est une structure d'appui. Écoutez, la MONUSCO a fait plus de 10 ans dans notre pays. En 10 ans, nous devrions être en mesure d'assumer nous-mêmes nos fonctions régaliennes. On ne peut pas, lorsqu'il y a tuerie au Congo, reprocher à la MONUSCO de ne pas avoir agi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un principe de non-assistance à personne en danger. Ça peut être établi dans certains contextes. Faut-il encore qu'il y ait des preuves? Mais notons qu'ici, la MONUSCO n'est pas notre bouc émissaire. Nous devons nous-mêmes assumer la sécurité de nos frontières. Nous devons nous-mêmes assurer la sécurité de nos populations. Et si cela ne se fait pas, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de voir dans nos rangs ce qu'on peut faire pour améliorer au lieu d'accuser un partenaire qui est venu nous aider. On ne les accuse pas, on constate ce désintéressement qui est vraiment avéré. Est-ce qu'on peut dire comme ça que la MONUSCO pourra finalement faire bien son travail, vu le fait que sa requête auprès du gouvernement, celle de pouvoir revoir sa décision de l'expulsion du dossier Campbell? Est-ce que vous pensez qu'avec ça, avec cette situation, la MONUSCO pourra effectuer bien son travail? Je ne sais pas, peut-être que je ne pense pas que ces choses-là soient liées. Hein. Je pense que la MONUSCO a un mandat qu'elle doit respecter. Si ce mandat n'est pas respecté, il y a des procédures disciplinaires qui peuvent être enclenchées, qui peuvent être établies pour que il y ait des sanctions dans le rang. Hein. On a vu pour des cas mineurs qu'il y a eu des procédures disciplinaires. Donc moi, je ne vois pas le lien qui existe entre la demande de Monsieur Kobler et le fait qu'il n'y ait pas eu intervention lors des massacres à Beni. C'est vous qui établissez cette corrélation, mais bon, moi je ne vois pas la corrélation. Mais pour autant qu'ils ont été sensibilisés, ils ont pris l'engagement de protéger les civils. Croyons ce qu'ils disent, mais faisons mieux qu'eux, c'est-à-dire protégeons nous-mêmes nos populations parce que nous en avons les moyens. D'accord. D'accord. On va dire comme ça que la situation à Beni va plutôt handicapé ou va peut-être avoir un lien avec la situation à Kinshasa, parce qu'on entendait déjà parler pendant qu'il y avait les M23, on disait que ce qui alimente cette situation, cette rébellion des M23, ce qui tirait les ficelles était à Kinshasa. On va comme ça dire comme ça aussi que la situation de Beni a un lien avec Kinshasa? Écoutez, moi je ne m'avance jamais dans des choses pour lesquelles je n'ai pas des... Ceux qu'on a cités, ceux qui tiraient les ficelles, faisaient partie de l'opposition. Qui par exemple? Donnez-moi un nom si vous avez. On ne saura parce que on a vu le drapeau de l'UNC qui a flotté. Écoutez, je ne vais pas. Ce sont des. Lorsque le M23 a fait un semblant de prendre la ville de Goma. Vous savez, n'importe qui peut imprimer un drapeau, même celui du PPRD, et lorsque les gens de l'ADF nous arrivent. Pourquoi seulement un drapeau? C'est ce que je dis. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Imprimer un drapeau. Je ne suis pas défenseur de l'UNC. Je suis ici en ma qualité de secrétaire national pour le compte du MLC, mais ce sont des manœuvres politiciennes, hein, et moi, comme je vous le dis, les choses pour lesquelles je n'ai pas des faits, je n'ai pas de documents, je n'ai pas un dossier d'instruction, je m'en abstiens. Je ne vais pas vous dire qui tire les ficelles parce que personne ne peut l'établir. Il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait des éléments probants et des condamnations pour que nous en arrivions à ce type de conclusion. Donc évitons, les manœuvres peuvent être faites. Les procès d'intention. Oui, mais beaucoup de manœuvres peuvent être faites. C'est plus facile de faire des procès d'intention auprès du pouvoir en place. Ici, quand il y a mort d'homme à Kinshasa, bizarrement, quand il y a mort
référendum à Kinshasa, bizarrement, vous retrouvez des cartes d'identité sur les cadavres, et généralement, c'est même pas les personnes. Donc, je veux dire que pour brouiller les pistes, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je ne pense pas que ça fasse l'objet d'un débat. S'il y a des faits qui sont avérés, établis, il faut qu'on ouvre un procès et que lors de ce procès, qu'on saura ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Alors on accuse également, puisque nous parlons du M23, on accuse également le Rwanda et le Burundi de pouvoir abriter les ex-M23, alors que la plupart sont administrés par Kinshasa. Est-ce qu'on peut espérer le retour de M23 à Kinshasa ? Écoutez, le M23 a été désarmé, il y a une loi d'amnistie, donc il y a certains d'entre eux qui ont été amnistiés. Espérer ou ne pas espérer, ce n'est pas la question du MLC. La question du MLC, c'est de savoir est-ce qu'il y a possibilité de trouver un compromis pour que ce pays vive dans la paix. Et aussi, il n'y a pas de paix sans justice. Est-ce qu'il y a possibilité aussi pour des personnes qui ont commis vraiment des faits qui sont tout à fait établis, donc des délits et des crimes, que ces personnes-là soient sanctionnées pour réparer finalement, répondre aux victimes. Alors, bon, maintenant, si ces deux questions-là sont résolues, que le M23 revienne à Kinshasa ou pas, nous, le MLC, ça ne nous pose aucun problème. Mais que cette forme d'impunité dans laquelle on dira, bon, écoutez, dans ce pays, pour aller dans un gouvernement, il suffit de tuer 10 000 personnes. Lorsque vous en tuez une, vous allez en prison. Mais lorsque vous faites une rébellion, que vous en tuez 10 000 ou 15 000, en ce moment-là... Non, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Qu'elle a eu à faire. Mais oui, nous avons pris l'engagement de devenir un parti totalement civil. Nous avions été dans la rébellion pour des causes qui sont tout à fait défendables. Je venais de vous expliquer qu'à l'époque que M. Kabila est arrivé, il avait confisqué la démocratie. Nous avions déjà évolué, il nous a fait reculer, il a interdit toute activité politique. En ce moment-là, nous avions estimé opportun et utile de batailler pour que la démocratie revienne, et elle est revenue. Cette époque-là est déjà révolue parce que nous sommes aujourd'hui un parti républicain, donc on ne va pas nous reprocher de nous être mués en parti totalement civil et d'avoir compétit au niveau de toutes les élections qui sont passées dans ce pays. Donc là, il n'y a pas de souci. D'accord, on va pas conclure cette émission sans parler du prochain gouvernement. Ça tient vraiment les gens en haleine et les gens ne s'en lassent pas. Le prochain gouvernement qui sera bientôt, on va dire, mis en place, est-ce que le MLC compte y faire partie ? Je ne sais pas vous donner un avis par rapport à cette question parce que jusqu'à preuve du contraire, la question n'a pas été soumise aux instances du parti. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'offre officielle qui nous permet de nous déterminer. Rappelez-vous que nous avions eu deux types d'offres pour des gouvernements à l'époque de Muzito et déjà un peu plus avant. Nous avons reçu l'offre de manière officielle qui a été discutée au niveau des instances et partis et nous l'avions déclinée. Donc pour autant que l'offre n'est pas encore venue, je ne me vois mal me prononcer par rapport à une position du parti. Vous le déclinez parce que Bemba n'est pas là, parce que cette offre a été faite, on se rappelle, lors de 1+4 à Jean-Pierre Bemba, il a mordu à la maison. Alors ce refoulement serait dû au fait que Jean-Pierre Bemba ne serait pas là. Sans lui, personne ne pourra prendre la commande. Non, c'est une décision qui est prise au niveau du parti et cette décision est prise sur base de grandes discussions avec plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte et il y a un consensus qui se dégage. Je veux dire, ce n'est pas le fait que le président n'est pas là que nous ne pouvons pas aller à un gouvernement, mais que lorsque l'offre arrive, nous avons plusieurs instances et la question est discutée de manière très démocratique au niveau des instances. Et si un consensus se dégage pour que nous allions au gouvernement, nous y allons. Et si le consensus se dégage pour que nous n'allions pas, nous n'y allons pas. Donc ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas bon parce que le président n'est pas là, nous allons pas. Non, mais si c'est opportun, est-ce que c'est opportun d'y aller maintenant? Le parti décidera. Mais comme je vous le dis, vous êtes le peuple, je suis le peuple. Beaucoup de membres de notre parti, les instances du parti sont mandatés par le peuple. Et en ce moment-là, chacun donnera de sa voix pour que la bonne décision soit prise. Alors, Monsieur Jean-Jacques Mamba, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'était tout un plaisir pour moi. Voilà, je vous remercie également d'avoir passé les 45 minutes avec nous pour suivre cet entretien qui reviendra pour vous demain mercredi 7h15, mais également le jeudi à 23h. On se fixe un prochain rendez-vous le mardi à 20h30 avec un nouvel invité, bien entendu. Portez-vous bien et restez en compagnie de Bioan Télévision.